s'informer, se préparer. Donc s'informer, il y a toute une panoplie de services qui s'est développée, notamment au travers de la pandémie il y a 2 ans. Donc il y a de l'information en ligne gratuite qui est disponible sur les marchés, sur la plateforme Team France Export. Il y a des ateliers d'information marché qui sont organisés, de plus en plus en webinaire maintenant, pour l'essentiel gratuit également. La préparation, ça se fait avec les équipes. Ce sont des diagnostics, c'est de la formation, c'est de la priorisation marché, c'est-à-dire se dire, aujourd'hui, j'ai une stratégie Afrique, par où je commence? Est-ce que je commence par le Sénégal? Est-ce que je commence par la Côte d'Ivoire ou d'autres pays? On va, sur la base de critères, on va sélectionner des pays. Et ensuite, le plan d'action se matérialise par de la projection à l'international. Des études de marché, des tests sur l'offre, des missions de prospection. Mais ce qui est très visible et le plus impactant pour nous, c'est toute la programmation France à l'étranger. Ce sont des rencontres d'affaires en collectif, des pavillons France, ce qui permet vraiment de mettre le pied à l'étrier, de gagner des étapes assez rapidement. Et aujourd'hui, était annoncé ce matin le programme France Export 2022. Il y a plus de 500 opérations qui ont été dévoilées. Il y en a une 50aine dans les clean tech. Et donc ça, c'est la partie vraiment très visible sur laquelle on peut accompagner un maximum d'entreprises. De toute façon, on va y revenir aussi sur les clean tech, puisque c'est un des gros enjeux, bien sûr, et en particulier Owiz. Clémence, est-ce que vous pouvez nous présenter France Water Team et peut-être les liens qu'il peut y avoir, les complémentarités avec Business France et tout le travail que vous faites à l'international, justement? Oui, merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je représente aujourd'hui France Water Team, qui est le pôle national de compétitivité de la filière de l'eau. Donc, en fait, France Water Team, c'est une fédération qui réunit les 3 pôles régionaux de l'eau en France, que sont Aquavallée en région Sud PACA, Dream Eau et Milieu en région Centre-Val de Loire et Hydréos dans le Grand Est. Donc on a effectivement choisi d'adopter cette structure fédérale en fait, pour maintenir un ancrage territorial fort, tout en mutualisant nos efforts sur un certain nombre d'actions pour être plus forts dans l'accompagnement de nos membres affiliés. Donc justement, on réunit 500 membres affiliés qui sont des acteurs de la filière de l'eau et essentiellement des entreprises et notamment des PME. Donc notre rôle, en fait, c'est vraiment de soutenir la croissance et le développement de ces acteurs via leur démarche d'innovation au niveau régional, national, européen et international. Donc en fait, les 2 grands champs de compétences complémentaires de France Water Team, ce sont l'eau et l'innovation. On le sait, l'eau, c'est une condition préalable à tout développement, pour reprendre les termes de l'ancien président du Conseil mondial de l'eau, Benedito Braga. Et justement, pour faire face aux défis que représente l'eau aujourd'hui au niveau mondial, aux risques tant quantitatifs que qualitatifs qui pèsent sur la ressource, on a besoin d'innovation. Et c'est ça que proposent justement nos membres affiliés. Donc notre accompagnement auprès de ces membres affiliés, il s'articule autour de 5 services, que sont le réseau, l'innovation, la croissance, l'Europe et l'international. Et du coup, aujourd'hui, on parle d'international. Donc justement, chez France Water Team, on considère, comme le disait Monsieur Petit, que l'export, c'est un levier de croissance des entreprises françaises. C'est un levier également de valorisation de leur savoir-faire à l'international. Donc en l'occurrence, pour les membres affiliés de France Water Team, de leur spécialisation autour de l'eau et de leur démarche innovante. Donc au niveau du service international France Water Team, on considère vraiment que nos 2 grandes forces, c'est déjà le fait de comprendre les enjeux et les besoins techniques de nos membres, c'est-à-dire autour de la question de l'eau et de l'innovation, mais c'est également en fait de leur fournir un réseau important, c'est-à-dire de mettre à leur disposition un écosystème extrêmement complet. Donc très concrètement, le service international France Water Team propose des informations qualifiées sur les marchés, donc en lien avec les thématiques de l'eau et de l'innovation. Donc on peut par exemple beaucoup leur parler FASEP, parce que c'est typiquement un mode de développement à l'international qui s'appuie sur l'innovation. On va également leur proposer des échanges entre pairs. C'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par les entreprises, d'entendre des experts, entre guillemets, de l'export qui peuvent leur partager leur expérience. Et on va également favoriser la rencontre avec des acteurs clés, des partenaires, donc des futurs clients, des futurs partenaires, via tout simplement la mobilisation de notre réseau, tant économique qu'institutionnel. Donc justement, à ce titre, on travaille pas mal avec Business France, donc à la fois au niveau régional, mais également au niveau national, international et européen. Et également via le soutien à la participation à des événements phares. Donc on sera par exemple présent avec certains de nos membres affiliés au Forum mondial de l'eau qui aura lieu à Dakar en mars 2022.
Et je viens également, du coup, dans le cadre du service international, parler du projet EU Water for ISD, parce que justement, au niveau international, les clusters, notre rôle, c'est également en fait, d'aller chercher des financements, notamment au niveau européen, pour mobiliser de nouvelles ressources pour nos membres affiliés sur le principe du cascade funding. Donc, dans ce cadre, en fait, on est impliqué dans le projet EU Water for ISD, donc, qui est cofinancé par la Commission européenne via le programme COSME, et qu'on mène avec 4 autres partenaires, donc des clusters européens, qui sont Aclima en Espagne, Crea Hydroénergie en République tchèque, Ecolliance en Allemagne et Green Synergy Cluster en Bulgarie. Et en fait, EU Water for ISD, le but, c'est de booster l'internationalisation de plus de 1000 PME européennes, donc de les accompagner en fait, à entrer sur les marchés en développement en Afrique de l'Est et en Amérique latine. Et du coup, l'enjeu autour de ce projet, il est véritablement triple. Ça va être d'abord de faciliter en fait, la connexion entre PME européennes pour créer des synergies entre elles. Ça va également être de faire rayonner l'expertise de nos PME européennes dans la filière de l'eau au niveau international. Et c'est enfin, et de façon vraiment essentielle, de permettre en fait, l'entrée des solutions qu'on appelle water smart, donc des solutions intelligentes et durables pour la gestion de l'eau, au sein des marchés en développement, pour faciliter justement un développement territorial durable au sein des pays en développement. Merci beaucoup. Thomas, Sonat Design and Moon, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Vous existez depuis combien de temps? Vous êtes situé où? Et vous agissez dans quel pays? Alors du coup, Suna, c'est une société qui est basée à Blanquefort, à une quinzaine de minutes d'ici, qui a une usine qui fabrique des lampadaires solaires qui sont aujourd'hui exportés dans plus de 40 pays, avec une grosse présence en Afrique, historique, une présence au Moyen-Orient qui a été initiée par un VIE qu'on a mis sur place. C'est une histoire qui est aujourd'hui patron de notre filiale américaine. Et du coup, c'est une petite histoire business France-friendly. Et il y a 3 ans, on a séparé de Suna Design une activité qu'on a incubée d'électrification rurale de populations qui vivent sans accès à l'énergie, donc sur la partie alimentation domestique, et qui là est présente via des filiales en propre au Sénégal et au Togo. Et je pense que ce sera utile, on en discutera. Je ne sais pas quels sont les profils des gens dans la salle et s'il y a des sujets particuliers, mais dans les 10 dernières années de ma vie d'entrepreneur, j'ai pu, je crois, tester à peu près tous les dispositifs mis à disposition par Business France, la DGT, BPI. Et du coup, très heureux de donner des feedbacks parce que typiquement, pour donner un exemple, un VIE... la belle histoire du VIE dont je vous ai parlé, ça a marché parce qu'il était accompagné dans une structure de portage localement. On ne l'a pas envoyé tout seul. Il n'a pas performé pendant 3 ans, mais il s'est formé. Et on a continué à le former et on l'a mis sur des marchés où il était plus à l'aise en tant que personne. Et du coup, il y a quand même des énormes sujets de qualification des personnes, de l'adéquation entre une stratégie export et la personne qui représente la société internationale. Et du coup, au-delà du dispositif, il y a quand même quelques subtilités à appréhender. Merci beaucoup. Arnaud, qu'est-ce que Humanava? Vous êtes entre les EdTech, Impact Tech, RH Tech. Dites-nous un peu ce que vous faites. Merci. Mais juste une question avant. Les VIE, c'est financé quoi, 50%, 100%? Parce que c'est vrai que je suis en train de penser... J'y ai pensé dès maintenant. On s'est lancé il y a 7 mois, mais ça peut être pas mal d'avoir qu'est-ce que... Bon, ce sera une question après. Ravi d'être là avec la dizaine d'entre vous. Je pourrais presque vous demander votre prénom, comme ça on est presque une famille. Après, vu qu'on n'est pas nombreux, si vous le souhaitez, chacun se présente et parce que vous faites nous dire ce qui vous intéresse pour qu'on puisse d'être au plus proche de vos interrogations. Alors moi, je fais partie de l'écologie humaine. Ça fait 20 ans que je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel au niveau bien-être, mais je me rends compte, bien-être à l'anglo-saxonne, il y a une grosse différence. On en parlait juste en amont. Pour moi, bien-être, c'est lié à l'énergie, c'est ce que disait Nietzsche, faire jaillir le soi, faire jaillir la vie. Donc ça n'a rien à voir avec je fais aussi du yoga et de la méditation, mais c'est pas que du yoga et de la méditation. Le bien-être, c'est de la performance, c'est devenir soi, c'est se réinventer. Donc je suis passionné de ça depuis 20 ans. J'avais fait des émissions télé il y a 20 ans, des conférences, jusqu'à ce qu'on me dise c'est pas assez français. Et donc, je me suis barré, pendant 20 ans, je me suis barré dans le monde entier, faire toutes sortes de métiers. Et il y a 7 ans, on a monté une agence de bien-être à New York où on produisait des conférences dans le monde entier là-dessus.
Et puis moi-même, je me produisais, etc. Et on a formé des gens sur tous ces métiers autour de la résilience, l'intelligence émotionnelle, les soft skills, etc., etc. Et là, aujourd'hui, on a monté donc une plateforme internationale qui s'appelle Humanava avec un H et qui présente des masterclass. C'est quoi les masterclass ? C'est des vidéos ultra bien filmées aussi, mais en tout cas filmées avec 3-4 caméras façon émission télé, où on présente des pontes sur tous ces sujets. Diversité, inclusion, leadership féminin, intelligence émotionnelle, tout ce que, à mon avis, on a besoin, surtout en France. Forbes France a sorti une étude là-dessus. C'est 80% des compétences demandées aujourd'hui sont des non-hard skills, 80%. Donc il y a un gros besoin, et en France, on est un petit peu... Beaucoup dans le diplôme, ouais, et un beaucoup peu moins dans les... juste engagé sur potentiel, à l'américaine. Enfin, moi, je suis j'ai toujours engagé que des gens sur leur potentiel. J'ai toujours oublié les écoles qu'ils ont fait, je m'en fous complètement. Qu'est-ce qu'ils ont envie, c'est quoi leur motivation ? Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça match ? Est-ce que ça fit ? Donc voilà, donc on a monté cette plateforme, et voilà, nous on faisait des interventions sur quelques 30 pays partout. Pareil que toi, on est très très international, et là avec cette plateforme, dès le départ aussi on l'est. On a déjà une série de conférences sur lesquelles on va présenter ce qu'on fait pour avoir des partenaires au Brésil, au Maroc, au Tunisie, au Canada dans les mois à venir. On sera à Dubaï Expo dans 10 jours. Ils nous ont invités, pas Business France, parce que depuis quelques jours, quelque part, je parle à Business France pour qu'ils nous aident aussi. Et je vois qu'il y a un dispositif de dingue. Donc j'ai hâte donc je parle à votre bureau de Qatar et Dubaï, qui sont en train de me trouver des rendez-vous en plus de ce que j'ai quelques jours à l'avance. Et j'ai rarement utilisé mon côté francophone dans ma vie, donc j'ai hâte d'utiliser tous ces dispositifs que je ne connais pas du tout, contrairement à toi. Là, j'ai envie de comprendre tout ce que... Donc voilà, on est complètement international, on a un produit purement international. Les masterclass sont en français maintenant, elles seront en anglais dès janvier, février, avec des pontes de plusieurs pays différents. Voilà. C'est une plateforme numérique ? C'est une plateforme numérique, c'est des vidéos préenregistrées, donc des masterclass. Il y aura un chat forum bientôt, il y aura un coaching premium bientôt pour les gens qui le veulent, par rapport aux gens qu'on met, les intervenants qu'on a sur le truc. Et effectivement, on est entre le EdTech, EdTech, Mental Health, santé mentale, EdTech, santé mentale, et RH Tech. Bref, on est un pied dans tout. Et vous êtes basé à Bordeaux ? Et on est basé à Bordeaux, dans l'incubateur de start-up, le Village by CA, le Village by Crédit Agricole, juste derrière, place Quinconce, que je vous recommande à tous de visiter. Ils prennent 10 start-up par an, qu'ils accélèrent un petit peu. Donc on est bien. Et puis moi, un peu le hasard, je suis venu à Bordeaux il y a 2 ans, un peu le hasard de la vie. Et la Cité du Vin, aujourd'hui, est mon principal client sur Humanava. Et on a pas mal de clients locaux. Merci beaucoup. Donc, si vous le souhaitez, je vous propose que chacun se présente et vous nous expliquez un peu votre enjeu et en quoi peut-être nos intervenants peuvent y répondre. Vous, après, si vous ne voulez pas vous présenter, c'est vraiment libre à vous, quoi. Monsieur ? Bonjour tout le monde. Je suis Kamel, je suis un étudiant en environnement, expertise naturaliste. Je suis justement ici pour améliorer mes connaissances dans le domaine, mais j'aimerais bien, j'ai écouté les interventions de tout le monde, j'aimerais bien savoir vos organismes, comment influencent-ils dans l'expertise environnementale, ça veut dire dans l'écologie et dans l'écologie et la biodiversité, voilà. Protéger la biodiversité et les écosystèmes. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, Bonjour à tous, je m'appelle Eva Leneveu. Je m'occupe du plaidoyer des partenariats de 1001 Fontaines, qui est une ONG française qui crée des petites unités de purification de l'eau en zone rurale, essentiellement au Cambodge, à Madagascar maintenant, en Birmanie et au Vietnam. On vient d'être lauréat du FASEP, du coup ça fait écho. On est très content de découvrir de nouveaux outils de financement, parce que c'est vrai qu'on arrive à un stade, on est entre l'ONG et sur place on crée des entreprises sociales. Et du coup, dans notre schéma de financement, on recherche du financement innovant.
parce qu'on ne rentre pas forcément dans les cases du financement à impact qui nous demande des retours sur investissement qu'on n'est pas capable d'offrir aujourd'hui. Et en même temps, on a envie d'être plus indépendant de la subvention classique. Du coup, c'est assez intéressant de découvrir des acteurs français, des financeurs français qui s'engagent dans ce domaine. Donc, ravi de poursuivre la conversation, notamment sur le projet Moon, qui fait aussi écho à notre engagement en zone rurale et voir comment on peut matcher l'eau avec l'électricité. Au plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous, Christophe Buot. Je suis là un petit peu par accident, je suis vétérinaire et je suis venu parce que je m'intéresse aux impacts écologiques, même au niveau de notre profession, et parce que je représente aussi une organisation professionnelle. Donc je suis plus venu pour la biodiversité et l'économie circulaire. Et là, je suis venu vous écouter par simple curiosité et intérêt. Merci. Alors, bonjour, je suis Julien Vondra, donc je suis un Français de l'étranger qui vient d'arriver également à Bordeaux. J'ai vécu toute ma vie en Suisse, en Angleterre et en Europe centrale. Donc, j'ai géré une entreprise de consulting pendant un peu plus de 15 ans qui aidait les entreprises françaises à s'établir en Europe centrale. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer vos compères principalement en République tchèque. Et j'ai surtout eu l'occasion de voir où l'entreprise française, en gros, ils arrivent sur le marché et pouf, ça fait plouf. C'est pour ça que je suis intéressé aussi un petit peu par ce que Arnaud a expliqué sur le mindset. C'est souvent une approche d'entreprise française, on la voit souvent arriver bien encadrée, bien structurée, avec des aides, etc. Mais une fois sur place, ils s'attendent à ce que ça se passe comme à la maison. Avec le langage classique, l'approche classique, et j'aimerais voir justement si quelque chose est en place en France pour essayer de travailler vraiment le mindset de l'entreprise française, qui est à mon avis, plus que les aides d'État, etc., le gros chantier sur lequel il faut travailler. Voilà. Merci. Bonjour. Moi, je m'appelle Frédéric, je suis un peu un cousin de certains d'entre vous. Je suis un ancien d'Invest in France. Donc, Invest in France, aujourd'hui, c'est Business France. Il fut une époque, il y a quelques années, où Business France d'un côté et Invest in France étaient cousins, mais bossaient pas tout à fait en équipe, sur la partie Amérique du Nord. Bon, ça remonte à il y a quelques années. Aujourd'hui, je travaille sur le futur d'un grand territoire, pour le compte de l'État, de régions et des chambres de commerce. C'est le territoire de l'Axe Seine, de Paris jusqu'à l'estuaire de la Seine au Havre. Et quand je dis le futur, c'est transition de tout un système de l'économie carbonée. 15 millions d'habitants, 1 million d'entreprises, 10 pôles de compétitivité, pas le vôtre, mais des collègues. C'est un projet à la fois gigantesque et qui ne peut se prendre aussi que par le menu et par des histoires individuelles d'entrepreneurs, d'entreprises et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières ou les grands fleuves, des aventures de filières complètement à créer ou à transformer. Filière automobile, filière de la chimie et de la parachimie, tout ce qu'on peut imaginer. Je suis bordelais à titre personnel depuis 5 ans. Je traîne mes guêtres par-ci, par-là, je viens écouter vos bonnes paroles. Je viens prendre aussi vos messages. J'ai visité l'entreprise de Thomas il y a quelques temps, c'était il y a 2 ans, avec les équipes de l'ADI. Donc je suis à la fois un extérieur, un collègue, un cousin, et puis j'ai un pied ici aussi. Merci beaucoup. Donc peut-être pour résumer un peu tout ce que vous avez dit, j'ai envie de vous dire, j'avais préparé des questions, mais peut-être qu'on peut enchaîner sur celle-ci. En gros, qu'est-ce qui marche dans l'export des entreprises françaises et où est-ce qu'il faut améliorer les choses? À la fois Business France, je pense que vous avez cette vision un peu globale, et vous, en tant qu'entreprise, partenaire, accompagné, comment, et avec une grosse expérience internationale, comment vous verriez les améliorations possibles et également les réussites? C'est dans les deux sens, quoi. Je veux bien commencer juste un petit peu parce que plusieurs fois je l'ai fait d'atterrir dans un pays où je connaissais absolument rien, que ce soit la Chine, le Japon, Afrique du Sud. Et c'est toujours la même chose, c'est effectivement, enfin je l'ai vu quantité de fois à New York, les mecs débarquaient même avec des aides françaises ou pas, et ils pensaient qu'ils allaient tenir s'ils avaient quelques rendez-vous et que les États-Unis ça allait s'offrir à eux, ou la Chine, ou l'Afrique du Sud, ou peu importe. Et en fait non, il faut aller dans l'écosystème
Allez, c'est toujours la même chose. Hein. Se créer son écosystème local aussi, donc plus t'es aidé, mais voilà, il n'y a pas que plus tu t'aides toi-même, plus tu réseautes toi-même, plus tu comprends la culture locale et t'amènes pas ta culture locale, t'amènes pas la culture française, tu t'adaptes, tu fais un mixte des deux, et là il y a quelque chose qui émerge. C'est franco-américain, franco-marocain, franco-brésilien, ou je ne sais pas quoi, mais vraiment que tu crées ta nouvelle culture. Et toutes les boîtes qui se feraient, c'était que des Français, où il faut tout de suite avoir des gens locaux qui sont aussi passionnés de toi, de ton domaine. Mais ça, c'est le premier truc. Et par exemple, à New York, là, j'ai passé les 2 dernières années, j'étais dans un cluster de start-up françaises. À l'époque, j'avais pas de start-up, j'étais juste coach conférencier. Et je les voyais tous débarquer, ils avaient des aides. Ils restaient 6 mois, 1 an. Ah ben on aide. Et rien ne se passait, ils repartaient 6 mois, 1 an plus tard, une fois que l'aide était finie. Mais ils n'y allaient pas, ils restaient devant leur bureau. Je dis, mais il faut y aller, il faut réseauter. Prends ton téléphone, vas-y, appelle. Ils envoyaient des emails, etc. Enfin là, ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un, un Français, là, et surtout, alors, ils envoyaient des grandes têtes, des ESSEC, des HEC, des Sciences Po, alors là, qui sont le contraire de ce qu'il faut envoyer. Il faut envoyer un mec qui en veut, ou une femme, mais quelqu'un qui va attraper du lead, quoi, et puis comprendre, et qui va s'intéresser, qui va être amoureux de la culture locale. Au Japon, je me rappelle les Français du Japon, il y avait les Français expats et les Français aventuriers comme moi. Les Français expats, ils ne parlaient pas japonais, ils n'apprenaient pas la langue. C'est clair que si tu n'apprends pas la langue, ça va être dur, surtout dans un pays comme le Japon. Si tu ne t'intéresses pas à la culture du Japon, tu ne vas pas pouvoir vendre. En tout cas, je ne le conçois pas. Donc juste ça, pour moi, je reviens le côté mindset. Et après, par contre, on a effectivement, contrairement aux Américains, il faut en profiter. Là. On a tous ces superbes accompagnements. Mais effectivement, après, il y a sur le côté mindset que j'ai vu. Toi, avec ton expérience, j'ai entendu dans tous les pays du monde. Là. J'abonde complètement, parce que j'ai séjourné au Moyen-Orient, en Asie, et pas mal de temps en Afrique francophone, pour Business France, dans des bureaux, et en accompagnement d'entreprises, en réalisation de prestations, mais aussi en termes d'individus. Et il y a des faux semblants. Quand j'ai passé 5 ans à Bangkok, et je pense que je comprenais moins en partant qu'en arrivant. Et parce que c'est une culture qui est tellement complexe qu'il faut l'appréhender dans le temps très long. Et alors pour ça, il n'y a pas de recette magique. Comme vous le disiez, je crois que la première des choses, il faut que le dirigeant ait une forte envie d'international, de découverte. Ça peut être apprendre la langue, il faut vraiment aller en profondeur. Pour ça, on n'a pas toutes les clés. Ça démarre par l'envie du dirigeant, ça c'est clair. S'il n'y a pas cette envie, il ne va rien se passer. Ensuite, je dis dispositif d'accompagnement public, on met en place tous les outils, y compris au travers de Team France Export, puisqu'on référence des prestataires agréés à l'étranger sur ce qu'on ne sait pas faire, le juridique, la partie RH, l'hébergement, la domiciliation d'entreprise, ça on ne sait pas faire, mais on a des prestataires agréés dans chaque pays, parce que effectivement, un déplacement ou un salon, c'est qu'un one shot, et c'est très vrai dans des pays où le contact humain est essentiel. C'est vrai partout, mais il y en a pour lesquels c'est encore plus vrai, notamment en Afrique francophone. Il faut savoir envoyer un petit message, non seulement pour les fêtes de Noël ou la Nouvelle Année, mais aussi pour la fête de la femme, pour les anniversaires. C'est ce contact qui va être le plus important, cette pensée qu'on va avoir tout au long de l'année avec un distributeur et un partenaire. Je pense que vous pouvez en témoigner. Et ça demande un effort, pas de tous les jours, mais un effort continu. Et ça, on n'a pas les clés, nous, pouvoir public. C'est vraiment, ça fait partie du mindset, de la volonté du dirigeant. Par contre, dans les dispositifs qu'on met en place, je crois qu'en France, pour être dans ce métier de l'accompagnement depuis un peu plus de 20 ans et avoir séjourné dans différents pays, il n'y a jamais eu autant de dispositifs en France et de moyens pour aider les entreprises. D'abord, ce sont par la loi, ce sont les régions aujourd'hui qui sont en charge du développement économique de leur territoire. Donc chaque région met en place des aides financières, y compris pour l'international. Ça vaut pour du recrutement RH, ça vaut pour participer à des salons, réaliser des missions de prospection. Ensuite, il y a BPI France qui met du carburant aussi. C'est l'assurance prospection et depuis peu, l'assurance prospection accompagnement. Des modules plus souples qui permettent d'avoir de la trésorerie. Et depuis
12 mois maintenant, enfin 14 mois, il y a le plan de relance export. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des vitrines qui permettent d'avoir une vitrine sur Internet, dans les cosmétiques, dans les vins spiritueux, sur les produits alimentaires, gratuitement, et de se présenter au reste du monde. Bon, ça c'est nouveau. Il n'y en a pas dans tous les secteurs, mais ça a le mérite d'exister. Il y a plus de 3500 exposants sur ces vitrines. Et puis surtout, c'est une aide financière au travers du chèque relance export, depuis 14 mois maintenant, de 1 500 à 2 500 €, pour financer une démarche de prospection à l'international, y compris pour aller sur un salon. C'est très rapide, c'est très simple. Ça se passe toujours sur teamfranceexport.fr. Il y a un dépôt de dossier. L'accord est donné en 48 heures ou 72 heures. Il y a plus de 7 500 dossiers qui ont été accordés depuis un an, 645 en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est très efficace, c'est énorme. Ça va durer encore jusqu'au 30 juin 2022, donc il faut y aller. Et il y a le chèque relance VIE. Là aussi, c'est une aide de 5 000 € pour toute entreprise qui recrute un VIE. Alors, 2 mots sur le VIE. Parce que Arnaud posait la question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose... Alors, nous, on n'a pas de pétrole en France, mais pour l'international, on a le VIE. Exactement. Ça permet d'envoyer un jeune sur une mission de 6 mois à 24 mois à l'étranger, avec un statut très protecteur, qui est mis en place entre Business France, l'entreprise, et puis un jeune qui va être sélectionné. L'important, c'est le recrutement, c'est le casting. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un stage. Il faut l'envisager comme un recrutement long terme, une période d'essai, en quelque sorte, sur l'international, qui va se traduire en CDI dans 80% des cas pour le jeune qui est parti à l'étranger. Mais surtout, aujourd'hui, ça participe de cette volonté de RSE, parce qu'aujourd'hui, avec des frontières qui se ferment, des quarantaines dans beaucoup de pays, on voit que les entreprises, il y en a 7200 VIE aujourd'hui, les entreprises qui ont un VIE à Pékin, qui ont gardé des VIE à Dubaï, à Singapour ou en Amérique du Nord, ils ont réussi à garder ce contact avec leurs clients en proximité, avec leurs distributeurs, leurs partenaires, sans que le responsable export ou le dirigeant se déplace. De toute façon, on ne pouvait pas le faire. Ou soit soumis à des quarantaines de 15 jours au Vietnam, par exemple. Donc le VIE aujourd'hui, c'est un recours, c'est un outil RH extraordinaire, mais aussi c'est quelque sorte une formule pour faire de la RSE en supprimant des déplacements de dirigeants ou en atténuant certains déplacements et en gardant ce contact de proximité. Bon, voilà, donc il y a des dispositifs vraiment à tous les niveaux sur l'accompagnement international, mais en ce moment, ce qu'on s'aperçoit, c'est vraiment la digitalisation, y compris sur des missions export, digitalisées, des rencontres d'affaires digitales. On l'a même fait, on n'est pas sur la clean tech, mais dans le domaine du vin, puisqu'on est à Bordeaux, on arrive à faire des testings, des opérations testing de vin à distance, puisque les marchandises ont le droit de voyager. On peut envoyer des Bordeaux à Pékin ou à Shanghai et organiser des rencontres d'affaires en digital. C'est assez extraordinaire. Donc il y a des outils, il y a des moyens qui permettent à la fois de faire avec les contextes actuels et de pallier la démarche export avec la démarche RSE de l'entreprise. Oui, moi justement, j'avais un petit peu envie de rebondir sur ce qu'on disait, sur comment éviter un échec à l'export une fois que tout a l'air fixé, fait, et puis finalement que la solution ne rencontre pas son client, son public, et l'export ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a vraiment trois grands aspects à prendre en compte. Et que nous, justement, on cherche aussi à développer au sein de France Water Team. Je pense que d'abord, c'est des partenariats locaux. C'est-à-dire que le VIE, c'est intéressant. Comme disait M. Petit, il faut avoir quelqu'un sur place. C'est même essentiel, en fait, d'autant plus dans le contexte actuel. Mais il faut également, en fait, créer un ancrage fort au niveau local, s'associer à des partenaires locaux, se créer un réseau au niveau local pour aussi assurer la réussite de son implantation sur le territoire. Comme le disait Arnaud aussi, donc le deuxième aspect, c'est vraiment cet aspect interculturel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte la question du management interculturel quand on va à l'export. Il ne faut pas arriver effectivement avec sa vision franco-française et ne pas prendre en compte les spécificités du terrain local. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment
notamment dans le cadre du projet You Water for Yazi, on va aussi fournir tout un volet d'information aux entreprises pour qu'elles aient aussi conscience des spécificités réglementaires, socio-économiques, politiques, mais également culturelles locales. Et je pense que le troisième volet est un des plus importants justement en lien avec la question de l'innovation, c'est aussi son adaptation au contexte local, c'est-à-dire que une solution innovante, elle n'est en fait véritablement innovante que si elle est adaptée au contexte dans lequel elle se déploie. Donc à ce titre, justement, j'ai un exemple intéressant en tête d'un de nos membres affiliés, France Water Team, qui en fait est spécialisé dans la création et la gestion de points d'adduction d'eau en zone rurale en Afrique, et en fait qui a su développer à la fois des solutions techniques qui permettent le bon fonctionnement des points d'adduction d'eau en zone rurale en Afrique, parce que c'est une vraie problématique. Il y a un parc de pompes à eau en Afrique qui est extrêmement dégradé actuellement. Mais également en fait un modèle économique qui est viable en fait en zone rurale. Donc ça, c'est innovant en fait de savoir justement s'adapter au contexte local et proposer une solution qui est en phase avec les réalités et les besoins du terrain. Et d'autant plus, un dernier détail sur cette entreprise, elle permet aussi la création d'emplois de fontainiers qui sont en priorité réservés aux femmes. Donc justement, l'entreprise, au-delà de proposer une solution environnementalement et économiquement viable, elle prend aussi en compte des enjeux sociaux, donc notamment de genre. Et à mon sens, c'est là que se trouve vraiment l'innovation, c'est dans la prise en compte complète en fait, du contexte dans lequel la solution innovante se déploie. Eh ben, en fait, on a raté 90% de ce qu'on a fait, mais on a fait beaucoup de trucs. Il y a aussi cette dimension-là que je pense que, ouais, tenter, il y a énormément d'initiatives qu'on a lancées, qui ont complètement floppé, qui n'ont jamais démarré vraiment et qui n'ont jamais eu de retour sur investissement. C'est marrant ce que tu disais, en fait, j'avais jamais pensé le mindset. De vrai, j'y avais jamais pensé. Et oui, alors quand même que c'est quand même un sujet intéressant parce que en effet, je pense que 90% des boîtes ne partent pas avec le bon mindset. J'ai été le premier comme ça et j'ai sûrement floppé 90% des fois parce que je ne savais pas ce que je voulais. Et je bénéficiais d'aide, donc il y a l'aide, donc tu prends, tu fais ton casting, mais finalement tu trouves le moins pire ou le plus motivé, parce que c'est quand même pas toujours facile de trouver des gens, aller envoyer à Dubaï ou au fin fond du Sénégal. Enfin, les VE que nous on a envoyés, c'était quand même pas évident de trouver des gens qui avaient vraiment envie de faire ça. Et puis après, du coup, on le fait, mais il y a un autre dispositif d'aide à l'innovation, donc on va se construire une usine à Blanquefort, et puis après on fait ça, et du coup on est partout, nulle part, et on suit rien. Le VIE se retrouve tout seul là-bas dans la brousse, complètement désœuvré, et c'est ça qui est vraiment compliqué, parce qu'on n'avait pas travaillé vraiment en amont. Qu'est-ce notre vraie stratégie américaine? Et en fait, moi, au début de l'entrepreneuriat, j'étais uniquement drivé par l'impact. Donc c'est super, on veut faire des bonnes choses, fabriquer des bons produits, impacter les gens. Et vu qu'on n'avait pas du tout de sens business, on ne l'a pas fait à grande échelle. On le faisait hyper bien, mais on n'a pas réussi à scaler assez vite. Et on a réussi à pivoter il y a 2-3 ans, où on s'est dit, OK, quand même, là, il va falloir sortir les doigts du short et faire du vrai business. Et on a changé de mindset. Et on est vraiment. Et du coup, c'est marrant parce que d'une solution de, OK, on veut faire bien, mais à petite échelle, partenariat, ONG, locaux et tout, super. Mais, et du coup, on s'est dit, non, maintenant, on veut en vendre 100 000 d'un coup. Et là, du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Avec qui on le fait? Et du coup, on a complètement changé notre approche. Et je pense que tous ces apprentissages vont nous permettre après d'avoir des équipes locales qui porteront les projets. Mais je ne suis pas sûr. Maintenant, j'ai une réflexion. Je n'ai que 10 ans d'entrepreneuriat, on verra encore. Mais ma première idée de lancer des ballons sondes comme ça et de voir ce qui répond, c'est peut-être pas super. S'investir à fond au début, lancer le truc, s'assurer qu'il marche et après mettre un VIE pour qu'il suive et peut-être quelque chose de plus rationnel. En tout cas, en effort temps. Et l'entrepreneuriat ou le truc, c'est le trade-off entre je fais moi-même, mais du coup, ça me prend du temps, versus je trouve l'argent pour faire à quelqu'un d'autre. Et la rentabilité de ces trucs-là ne sont pas toujours faciles à calculer. Je sais pas, ça répondait pas trop à la question, mais c'était une... Et Gérald, quels sont les secteurs justement français qui réussissent vraiment, si on peut avoir quelques éléments? Vous disiez peut-être ceux que vous avez cités, le luxe, les parfums, l'eau peut-être. Oui, effectivement, il y a
dans l'offre française, il y a des secteurs d'excellence. Il y a des secteurs d'excellence comme dans le luxe, les vins et spiritueux, produits alimentaires, non seulement qui sont reconnus à travers le monde, mais aussi où il y a une offre assez large en France. D'autres secteurs qui sont moins connus, et les clean tech en font partie, où l'offre est moins large, et pourtant il y a des champions. C'est notamment vrai dans le domaine de l'eau. Depuis 30 ans, les champions, du fait des lois qui ont été mises en place en France sur la gestion de l'eau dans les villes, on a créé des champions qui sont partis à l'international. Bon, aujourd'hui, ces champions, je ne vais pas citer les grands noms, mais tout le monde les a en tête, on les retrouve sur tous les continents, et ils distribuent de l'eau pour 250 millions de personnes, d'utilisateurs à travers le monde. Ce qui n'est pas anodin, mais non seulement il y a ces grands champions, mais ils ont embarqué tout un tissu de PME et d'ingénierie qu'on retrouve et qui sont soutenus par des financements qui peuvent être de bailleurs de fonds, mais aussi multilatéraux ou bilatéraux comme l'AFD. Moi, j'ai beaucoup d'expérience en Afrique et effectivement, les bailleurs comme l'AFD qu'on peut retrouver aussi dans le domaine de l'électrification, c'est très important. Donc, dans le domaine de l'architecture, les matériaux de construction, on retrouve toute cette technologie française qui se déploie au travers des missions de prospection, de salons, qui s'implantent aussi. Alors c'est vrai qu'on connaît des figures de proue, mais ce tissu économique, il est en fait très large et constitué pour l'essentiel de PME. Je vous laisserai parler dans le domaine de l'eau, parce que c'est vraiment un secteur, une filière d'excellence, comme la filière du luxe, qui est connue en France. La filière de l'eau, vraiment, est reconnue à travers le monde. Il y aura le forum mondial de l'eau à Dakar au mois de mars, avec un pavillon France qui va être d'ampleur. Et simplement, c'est pas que le Sénégal qu'on vise, c'est vraiment c'est mondial, et c'est des besoins. On vise à répondre à des besoins essentiels sur tout le continent africain, mais beaucoup de pays en voie de développement. Donc, c'est difficile de mettre en exergue certains secteurs plus que d'autres, mais là, je prends ma casquette de directeur du bureau Business France à l'étranger, et des événements et des missions qu'on a organisés. L'offre française est reconnue de grande qualité et n'a rien à envier dans ces domaines à l'offre allemande dans la machine-outil, par exemple. L'offre française en matière de clean tech, sur l'architecture, les matériaux, la transition écologique et énergétique est très reconnue. Vous revenez là de Lomé. On en a organisé beaucoup d'événements en Afrique de l'Ouest également. L'offre française est non seulement reconnue, mais soutenue par les bailleurs de fonds lorsqu'elle se présente et lorsqu'elle se positionne sur des appels d'offres. Voilà, je ne vais pas m'étendre. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir l'avis de French Water Team aussi sur le secteur de l'eau. Merci. Ouais, peut-être pour compléter un petit peu, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup qui a été dit. Effectivement, le savoir-faire français en termes, en tout cas dans le domaine de l'eau, est mondialement reconnu. Voilà, dans les années 80, on a développé puis diffusé le modèle qu'on connaît tous de GIR, de gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle mondiale. C'est un modèle qui est reconnu et qui fait de la filière française de l'eau une filière reconnue au niveau mondial. Après, est-ce que nos PME sont déjà au top entre guillemets de leur performance au niveau mondial? Non, c'est pas le cas. Elles peuvent aller avec les grands, effectivement. Elles ont des réussites à l'export, comme par exemple celle que j'ai citée précédemment. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour les encourager. Ce qui est certain, c'est que si on parle d'appels d'offres internationaux, notamment la valorisation des critères environnementaux, sociaux et de sécurité, ces clauses-là sont une vraie plus-value pour nos entreprises parce qu'elles se positionnent vraiment sur ce type de critères. En revanche, si on parle par exemple innovation, les appels d'offres internationaux sont pas encore, il semble qu'ils soient pas encore complètement ouvert parfois à certaines solutions innovantes. Donc c'est sûrement un travail qu'on a à faire aussi de démocratisation de l'innovation dans certaines façons d'accéder à l'export et notamment via les appels d'offres internationaux. Il est 14h30, on va conclure parce qu'il y a une table ronde qui suit. Pour Arnaud, la conclusion, c'est en quoi ce que tu fais avec Humanova, ton expérience depuis 20 ans à l'étranger, en quoi ça peut aider justement les entreprises françaises à mieux s'exporter, ce que tu appelles le mindset voilà. On est en plein dedans, ouais. On est en plein. Moi, je suis que là-dessus depuis 20 ans, que sur le mindset. Comment, c'est monter en compétences. On va pas l'annoncer officiellement, mais on va commencer à faire des choses avec l'école nationale d'ingénierie cognitive à Bordeaux, la super école d'ingénieurs en cognitif.
parce qu'en France, il faut tout que ce soit scientifique derrière, c'est beaucoup plus important que juste un mec du développement personnel. Donc, et en plus, ils nous comprennent à mort. On va faire des trucs voilà, pour montrer l'importance cognitivement du dépassement de soi, que c'est possible. Que ce soit, voilà, si n'importe quel ingénieur ou homme d'affaires ou jeune veilleux qu'on envoie à l'étranger, ils ont juste cette capacité à comprendre qu'ils peuvent se dépasser et juste en se fixant des limites de dingue, ce qu'ils appellent les Américains un North Star, l'étoile du Nord, un truc de dingue, ou la moonshot, ce qu'on appelle en technologie, là, les startups. Si on se fixe un moonshot, simplement, on se décuple. C'est espèce de... Voilà, donc c'est ce quoi on forme. En fait. Donc encore une fois, c'est des masterclass sur l'encouragement, avec un homme d'affaires qui s'est planté 3 fois et qui est revenu et qui a créé 3 fortunes. En France, on n'aime pas l'échec, quoi. Dès l'école, on n'aime pas l'échec. Donc en fait, tout notre truc, c'est comment surmonter les échecs et comment les échecs participent à ton histoire de vie, comment exprimer ça, comment utiliser ça, et que c'est un truc beau et bien. Enfin, les jeunes comprennent, la nouvelle génération, même en France, j'ai l'impression. En tout cas, une grande partie comprend l'importance des échecs. C'est ça que tu as rencontré ? Si, j'ai l'impression, en tout cas. Beaucoup, j'ai l'impression, en tout cas, sont dans ce mouvement. Donc, ouais, voilà. Donc, notre formation, c'est du leadership positif, en fait. C'est masterclass. Aujourd'hui, on est en français. Demain, on sera en anglais. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est à Dubai Expo dans 2 semaines. Ils sont à fond dans ce genre de trucs. En Amérique latine, en Europe du Nord, ils sont à fond là-dessus. Et même en certaines parties en Amérique latine, en Chine, au Japon. J'ai hâte de découvrir l'Afrique francophone que je ne connais pas encore, mais donc beaucoup de pays sont là-dedans. Je pense que c'est le seul truc qu'on nous manque, parce qu'on a toutes les aides possibles en France, on a toute l'intelligentsia, on a les études, on a la culture, on a tout, sauf le mindset de j'y vais. Et je cartonne tout, et puis j'attends pas d'être payé une fortune pour commencer un truc. Non, vas-y. Encore une fois, là, hier, j'étais dans un salon à Paris, Préventica, une femme veut rentrer dans mon domaine, comment je fais ? Ben, vas-y maintenant, commence, pose des jalons, crée ton écosystème. Ah oui, mais ça prend du temps. Ah oui, mais bon, tout prend du temps. Oui. Fais 100 emails par jour, 100 coups de fil par jour, et dans 1 an, tu vas te retrouver dans le milieu dans lequel tu veux. C'est ce à quoi on prépare en tout cas, on essaie de sensibiliser sur notre plateforme. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre présence. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, des clean tech, de la volonté, donc on va y arriver. Merci beaucoup. Et de l'eau.